Mariana est spécialiste des questions de genre liées à la sécurité et au conflit. Elle a travaillé tant pour des organisations, des institutions gouvernementales que des ONG ou encore pour les Nations Unies. Oui, alors le thème principal de ce soir, c'est justement ce rétrécissement de l'espace d'expression de la société civile mondiale, alors qui évidemment est plus ou moins en but à des restrictions selon les régions du monde. Et puis, ce qu'on peut déjà constater dans l'échange, bref échange qu'on a eu avec Mariana, elle nous avait déjà dit qu'en fait, on pouvait faire le constat que le renforcement de l'autoritarisme s'accompagnait très fréquemment d'un renforcement du patriarcat. Donc voilà, ça c'est déjà un premier constat. Et maintenant, je vais passer la parole à Mariana. Donc, bonsoir à tous. Merci Pierre pour cette introduction. Merci à Alliance Sud pour l'invitation et d'avoir organisé ça. Je sais que c'est pas toujours facile parce que les technologies sont censées nous faciliter la vie et c'est pas toujours le cas. Ça fait depuis. J'aimerais tout d'abord présenter un petit peu Helvetas très vite, puisque peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas. Donc moi, ça fait un an et demi que je travaille pour Helvetas, mais depuis 2005 que je travaille dans la coopération. Helvetas, c'est une organisation qui est assez ancienne, on va dire, en termes comparativement, qui a une cinquantaine d'années. Donc, la vision d'Helvetas, c'est celle d'un monde juste, où les êtres humains vivent de façon autonome, dans la dignité et la sécurité, tout en utilisant les ressources naturelles de manière durable et évidemment en préservant l'environnement. On a 100 000 membres, plus ou moins. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent aujourd'hui à se joindre à Helvetas, puisque c'est possible. Ça a une forme juridique associative. Et donc, nous travaillons tant dans des projets comme dans des services conseils dans une trentaine de pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est. Nous travaillons, donc nous avons des sièges à Berne et à Zurich, à Genève aussi, mais nous travaillons donc avec des collaborateurs engagés localement, dont c'est donc la majeure partie des collaborateurs sont dans les pays du Sud. Donc voilà, donc c'est un thème assez complexe et pour cette raison, je voulais revenir un petit peu à ce terme d'autoritarisme, puisque aujourd'hui, j'ai l'impression que les pistes sont un petit peu brouillées. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs typologies de régimes autoritaires, sans être trop scolaire et sans entrer trop dans cette définition. De nos jours, on peut dire qu'on a retrouvé que la tendance est à l'autoritarisme et qu'on le retrouve aussi dans les pays démocratiques. Donc, les pays occidentaux ne sont pas du tout indemnes à cette tendance. Ce n'est pas des tendances que l'on voit que dans les pays du Sud. Et donc, certains critères, ce sont la propagande, l'usage de la propagande, la contestation des faits, abus de pouvoir, violation des droits humains, répression par la police, et aussi contester les élections ou les repousser, par exemple. Donc, certains États ne rentrant pas dans une typologie d'un régime autoritaire frôlent aujourd'hui l'autoritarisme. Donc, c'était une tendance qui existait avant le Covid. Et je pense que c'est important de souligner que, puisqu'on baigne dedans, que le Covid a servi de prétexte pour contrôler des mouvements populaires, que ce soit en Europe ou ailleurs, et pour suspendre les droits civils. Donc, on dirait qu'il y a une véritable résilience des régimes autoritaires dont le virus ne vient pas à bout. J'aimerais ici aussi citer Max Weber qui nous disait que nous savons que tout véritable rapport de domination comporte un minimum de volonté d'obéir.
Et donc, c'est là où j'aimerais un peu provoquer en disant, pourquoi est-ce possible? Est-ce que c'est une apathie de la société civile? Est-ce que c'est une habitude, la lassitude aussi, un sentiment que ce n'est pas nécessaire de lutter pour nos droits, en sachant que les réponses au corona ont été extrêmement différentes et que certains membres de la société civile peuvent préférer justement, face à la menace d'un virus mortel, une réponse forte. Mais ce qui me fait revenir un peu sur ce point, que le régime autoritaire va parfois essayer de rallier une sorte de consentement, de légitimation auprès de la société civile. Et nous avons vu en Europe et ailleurs, donc je souligne aussi l'Europe, parce que ce n'est pas que des problèmes que l'on voit dans les pays du Sud, c'est que les États ont trouvé des boucs émissaires, les membres de la communauté LGBT, ils ont réprimé des minorités religieuses et ont même accusé de propager le virus. On a vu aussi que les régimes autoritaires ont souvent échoué dans la gestion des crises, non seulement parce que, par manque de fonds, et que la société civile a un rôle prépondérant dans la réponse à cette crise sanitaire. Donc, c'est la société civile, organisée ou pas, on va y revenir, qui a soutenu les personnes touchées, vu l'aggravation des inégalités sociales. Et là aussi, j'aimerais souligner qu'il y était déjà une tendance avant le Covid. Donc, nous sommes dans un monde qui creuse de plus en plus les inégalités, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, y compris l'inégalité de genre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et ce qui est très intéressant aussi, puisque je travaille aussi pour les questions de genre, donc à Helvetas, je travaille avec les questions de genre, les questions de gouvernance, donc le conflit, donc j'ai plusieurs chapeaux, on va dire. C'est que souvent la montée au pouvoir des régimes autoritaires, parfois conservateurs, va de pair avec une restriction des droits de la femme, hein, donc presque automatiquement. D'ailleurs, c'est à croire que les femmes font peur à ces hommes forts qui sont devant les régimes autoritaires, puisque c'est vrai qu'on a rarement vu, et corrigez-moi si je me trompe, mais des régimes autoritaires, enfin des dictatures féministes qui contraignent les hommes à partager le pouvoir et les responsabilités familiales, ou être à l'heure à la sortie de l'école. Donc j'ai vu ça. J'ai lu cette phrase sur être à l'heure à la sortie de l'école, et j'ai trouvé assez drôle. Donc, finalement, à partager la charge mentale et maternelle de la femme. Et pourquoi je souligne cela aussi, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'autoritarisme? Eh bien, justement, c'est lié, puisque les rapports sur les inégalités, dont les inégalités de genre, montrent que la charge non rémunérée, le travail non rémunéré de la femme, qui est souvent domestique, est un des freins les plus présents justement dans cette lutte pour l'égalité, et que souvent les régimes autoritaires ont très peu l'égalité de genre n'est pas une priorité. Mais on voit aussi, et donc lueur d'espoir, une riposte de la société civile, puisque l'oppression démesurée a vu justement des mouvements s'organiser. Et je crois que c'est un point important. On a eu besoin de cette piqûre de rappel, d'avoir une société civile active, engagée et non dormante, quoi. Je voulais aussi donc toucher un peu sur cette tendance aggravée avec le Covid. Donc, on a une ONG Freedom House qui évalue à 80 les pays où la démocratie et le respect des droits de l'homme se sont détériorés. Donc, des dictatures, mais aussi des démocraties qui ont bafoué certains standards, qui, en prenant prétexte des mesures d'urgence, ont tout simplement pas repoussé les élections ou fui au contrôle parlementaire, par exemple. Donc, on peut aussi voir que la société civile est divisée par rapport à la gestion du Covid.
On a aussi relevé que dans 91 pays, les médias ont connu des intimidations liées à des critiques faites à la gestion du gouvernement. Donc, certains gouvernements ont criminalisé les fake news, sauf que parfois les fake news en fait sont les vraies news. Donc aussi là, on nous brouille les pistes. Voilà. Par contre, quelque chose de bien ou de pas bien, c'est-à-dire que c'est à vous de voir, hein, c'est que le Covid a démocratisé la vulnérabilité. Hein. Ce n'est plus donc que les pays du Sud ou les pauvres, mais les entrepreneurs, les personnes liées à la culture, l'événementiel, le tourisme, etc., qui ont été touchés. On est tous vulnérables, plus ou moins, face au coronavirus. Donc voilà, je voulais signaler que l'autoritarisme n'est en effet pas un problème du Sud. Nous sommes, on peut dire, en crise sanitaire, en crise humanitaire. Nous sommes tous en partie en état d'urgence. Et ça, c'est un redressement de la balance qui pourrait faire que nous donner des outils justement pour réanimer la société civile, puisque non seulement elle est fondamentale pour lutter contre l'autoritarisme, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu aussi endormie, donc tout un paradoxe en fait. Et j'aimerais maintenant donc parler de la société civile. Hein. Qu'est-ce que versus le rôle d'une organisation de la société civile. Donc, c'est-à-dire que la société civile n'est pas homogène. Hein. On a vu, par exemple, avec les Gilets jaunes, on a vu avec des manifestations à Berlin, à Paris, on retrouve des personnes qui sont anti-vaccins, qui sont d'extrême droite, qui sont, enfin, donc c'est vraiment on a une diversité énorme de la société civile. Elle n'est pas forcément donc organisée. Hein. Quant aux organisations de la société civile, par définition, normalement, elles sont organisées, elles ont des statuts, elles ont défini leurs objectifs, mais entre elles aussi, elles peuvent avoir des intérêts divergents, puisqu'elles entrent aussi en compétition pour les mêmes financements. Parce que justement, parfois, on nous coupe les vivres, on diminue de plus en plus l'action des organisations de la société civile. On voit avec le budget de la coopération qui diminue de plus en plus. Et donc, voilà, donc la société civile globale n'a pas la même lecture des événements. Voilà. Et c'est d'autant plus important ce point-là qu'on prend l'exemple des élections américaines avec les électeurs de Trump qui sont persuadés donc qu'il s'agit de fraude et une atteinte à la démocratie. Alors que, voilà, il n'y a pas eu de preuves pour l'instant et que justement l'autre camp va penser à un abus de pouvoir et qu'il n'y a aucune preuve. Donc quand on voit le nombre des électeurs de Trump, on se dit quand même, bon, il y a un problème avec la société civile est aussi malade. Hein, donc voilà. Ce qui m'amène aussi donc à parler un peu plus du rôle des organisations de la société civile. C'est-à-dire que c'est très important, c'est d'abord ne pas nuire. Ça vient d'un principe humanitaire, le do no harm. Et c'est très important dans le cas d'une organisation de la société civile qui travaille dans les pays du Sud, qui est le cas d'Helvetas, même si Helvetas, on va le voir, travaille aussi au Nord, notamment en Suisse, et que son mandat soit légitimé auprès des autorités pour ne pas mettre en danger la société civile locale. Puisque quand on fait partie d'un contexte, forcément, on va le perturber, on va avoir un rôle. Elle ne doit pas se substituer aux associations locales, hein, car une ONG internationale ne peut pas prétendre mieux connaître la société civile locale. Donc, nous, on travaille avec des collaborateurs locaux, souvent, donc c'est aussi très important. Donc, notre rôle, finalement, c'est de dynamiser le dialogue, de servir de médiation là où on peut, créer des espaces sécurisés, là où la société civile ne peut peut-être pas, les organisations de la société civile ne peuvent pas, et plaidoyer auprès des bailleurs, dont on a un accès privilégié finalement, pour appuyer les efforts des organisations locales et la société civile locale.
Et puis, sans être trop technique, mais c'est aussi important d'identifier, d'analyser les acteurs et les actrices avec lesquels nous pouvons travailler, puisque la société civile, comme je l'ai dit, n'est pas homogène. Et donc, pour rendre ce changement systémique, transformateur, on doit travailler avec tout le monde et non pas seulement pour plaire aux bailleurs au nord, par exemple. Voilà. Et donc, bon, je suis toujours un peu critique, c'est-à-dire qu'il appartient aussi aux organisations de la société civile de se remettre en question et de travailler pour cette cohésion de la société civile globale pour lutter contre l'autoritarisme. Voilà, donc je voulais maintenant un peu vous parler du rôle d'Helvetas. Donc, de ce que nous faisons. Donc, c'est vrai que Helvetas est on va dire, une moyenne grande organisation. Et du coup, c'est vrai qu'on travaille avec une diversité importante de membres de la société civile, donc avec l'État aussi, et avec le secteur privé, donc avec les gouvernements et le secteur privé. On travaille dans des projets périurbains, donc c'est-à-dire pour faire face aussi à l'extrême urbanisation à laquelle nous assistons, et qui, dans le moyen terme, va nous faire entrer en compétition pour des ressources naturelles. Donc, je ne vais pas vous peindre un scénario catastrophe, mais on le voit déjà dans certains pays. Certains pays, comme en Amérique latine, font déjà face à ces contextes particulièrement inquiétants et justement qui peuvent pousser justement à un autoritarisme, à des régimes, à des prises de pouvoir, à des abus de pouvoir. On travaille avec les jeunes. L'éducation civique est aussi extrêmement importante puisque justement aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes douter de la démocratie, d'interroger cette démocratie. Je pense aux États-Unis, mais pas seulement. Et nous renforçons les capacités des acteurs locaux là où nous pouvons, nous apprenons avec eux et nous facilitons des échanges sud-sud puisque c'est une réponse à un problème peut aussi être valable ailleurs, adaptée ailleurs, pourvu que évidemment les personnes soient impliquées, les personnes locales. On travaille en réseau, en partenariat, pour justement essayer de coordonner les actions et justement de servir de médiation entre le gouvernement et la société civile, donc de ne pas se substituer à cette dernière. Avec le Covid, nous avons proposé à nos partenaires locaux de faire des études d'impact, puisque on assiste à des nouvelles vulnérabilités et de donner ces réponses, d'apporter ces réponses au gouvernement avec lesquels on travaille, donc toujours sur place. On soutient les organisations on soutient les organisations locales et nous-mêmes, on plaide pour la reconnaissance, la réduction, la redistribution de la charge non rémunérée des femmes, puisque, comme on l'a vu dans plusieurs rapports, même dans le World Economic Forum qui le dit, cette charge largement féminine est un vrai obstacle au développement. Puisqu'il y a une corrélation entre inégalité de genre, la violence domestique, la violence étatique, et ça c'est important de le soulever. Plusieurs chercheurs l'ont démontré. Donc évidemment, nous travaillons à l'interne, donc nous avons des politiques des politiques à l'interne, des codes de conduite, qui gèrent qui dictent un peu nos valeurs et comment on doit travailler ensemble. Et quand nous travaillons dans des projets, nous attachons une particulière importance à travailler aussi avec les hommes pour que justement l'agenda soit transformateur. C'est-à-dire que même quand on parle de santé reproductive, nous devons nous engager avec les hommes et les garçons, puisque la contraception, par exemple, n'est pas un sujet
dont le poids doit être reposé sur les épaules des femmes. Et puis, je crois que je l'ai déjà mentionné, mais nous essayons d'engager les gouvernements, donc justement de parler de cette protection sociale universelle, puisque nous avons il y a véritablement, ou en tout cas d'aborder ce sujet, puisque il y a une fenêtre d'opportunité avec cette crise hein, du Covid, et d'avoir des systèmes de sécurité sociale plus complets, donc d'aborder ces questions-là. Nous promenons aussi l'utilisation de la sensibilité au conflit. Donc, avant de nous engager dans un pays, dans un projet, c'est important aussi de faire une sorte de mapping des acteurs. Alors, ça paraît très technique, mais en même temps, c'est absolument fondamental si nous ne voulons pas empirer les situations. Et si nous voulons stratégiquement les aborder stratégiquement, voilà, nous nous basons aussi beaucoup sur les conventions internationales que les pays ont ratifiées, puisque ces textes nous servent de base pour un plaidoyer, puisque ce n'est pas une imposition, puisque finalement ces États les ont ratifiés. Donc voilà. Et puis, je crois que j'ai parlé peut-être un peu vite. C'est un peu mon style. Hein. C'est un peu, je suis comme ça. Je parle très vite. On me l'a déjà dit. J'espère que c'était pas trop vite. Mais je voulais offrir un peu des pistes sans avoir la vérité absolue sur ces sujets, puisque bon. On nous dit qu'on est des experts, mais un vrai expert est continuellement en train d'apprendre. Hein, donc, je vous offre ces pistes-là. Certaines dont je suis très convaincue, d'autres, voilà, elles sont là pour vous provoquer un petit peu aussi. Déjà, j'aimerais qu'on donne les moyens de poursuivre notre rôle en tant qu'organisation de société civile. C'est-à-dire que la Suisse, par exemple, est un pays assez timide par rapport à ce qu'elle octroie à l'aide au développement. Donc, il faudrait que nous, en tant qu'organisation de société civile au Nord, on puisse continuer à plaidoyer dans ce sens-là. Je crois on n'est pas au niveau des pays européens. On peut donner beaucoup plus. Et que pour répondre aux objectifs de l'agenda 2030, il faut que la Suisse s'engage dans ce sens-là, donc mettre les financements là où ils doivent aller. Ensuite, quelque chose que je relève et qui me fait un petit peu sourire aussi, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on veut prêcher à l'extérieur hein, avec les politiques interne. Et je vous donne un exemple. La stratégie du département fédéral des affaires étrangères en termes de genre est extrêmement ambitieuse et extrêmement bonne d'ailleurs. Mais je veux dire, elle est très ambitieuse, mais quand on regarde au niveau de la société suisse, qui est quand même une société assez patriarcale, quand on voit à quel point c'était difficile de voter pour un congé, parlons même pas d'un congé parental, mais finalement, on a juste pu se battre pour pour les 10 maigres jours de congé paternité. Donc, voilà. Donc, si la famille n'est pas une affaire privée, comme le DFAE le dit indirectement par sa politique de genre, c'est une affaire de société. Donc, il faudrait walk the talk, comme disent les anglophones, c'est-à-dire aussi que nous travaillons à cette égalité de genre à l'interne. Évidemment, je pense aussi à la réglementation des multinationales suisses qui ne peuvent pas, pour des raisons éthiques, écologiques, sociales, continuer à exploiter les populations en toute impunité. Hein, donc, on va voter dans ce sens-là le week-end prochain. Et évidemment, l'impact de cette impunité, de ces actions, aboutissent à des problèmes globaux
mais aussi impacte la Suisse, hein, dans une crise migratoire, sanitaire, humanitaire. Donc l'un ne va pas dans l'autre. Si quelque chose que nous apprenons avec cette crise du corona, c'est bien à quel point nous sommes liés. Donc on ne peut pas agir de manière égoïste. Voilà. Et puis, voilà, donc je crois que j'ai déjà dit, j'aimerais que nous travaillions plus ensemble, qu'on travaille à la cohésion sociale. Donc, j'ai l'impression que la société civile est de plus en plus dispersée, de plus en plus facilement manipulée. Donc, je parle bien de la société civile dans son sens large et pas celle qui s'oppose forcément tout le temps à l'État. Hein. Donc, on n'est plus dans ce régime un peu manichéen de voir les choses. On a aussi beaucoup à apprendre des mouvements sociaux du Sud, en Amérique latine par exemple, qui sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus engagés, mais aussi la résilience de certains pays d'Afrique face aux épidémies qu'ils ont vécues. Donc, d'ailleurs, on s'est tourné vers eux pour voir comment gérer cette crise, cette pandémie, et donc se préparer aux tendances du réchauffement climatique, le défi de l'urbanisation et au manque de ressources. Donc, voilà, pour un peu résumer tout ce que je viens de dire. D'abord, je pense qu'il faut se poser la question quelle est la responsabilité des organisations de la société civile dans une montée d'autoritarisme que nous avons vue? Est-ce qu'il y en a une? Comment peut-on travailler à la cohésion de la société civile en général? Question aussi, est-ce qu'il est temps de parler de démocratiser la démocratie, puisque finalement, j'ai l'impression que pas tout le monde s'y retrouve. Hein. Les mouvements politiques sont fondamentalement élitistes, ce qui peut justifier des mouvements populistes, des mouvements qui voient Bolsonaro au Brésil, Trump aux États-Unis, mais aussi dans plein de pays enfin, pas plein de pays de l'Union européenne, mais certains pays de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'il est temps d'explorer d'autres pistes avec la démocratie participative, délibérative, où on ne délègue plus son pouvoir décisionnel? C'est juste des pistes. Je ne dis surtout pas qu'il faut abattre le système politique suisse, mais voilà, c'est des pistes. Il faut aussi que nous soyons plus conscients que les inégalités, les vulnérabilités, les inégalités de genre aussi, doivent être des principes d'action, des objectifs stratégiques. On doit les avoir dans nos stratégies quand on travaille avec les sociétés civiles, parce qu'elles ont un impact direct avec un renfermement des pays. Donc, comme je l'ai dit auparavant, une société civile affaiblie, qui n'est pas cohésive, permet plus facilement un abus de pouvoir, et un abus de pouvoir, des régimes autoritaires permettent des inégalités plus grandes, dont des inégalités de genre. Donc, c'est un petit peu lié. Donc voilà, donc en fait, mon appel aujourd'hui, après avoir fait ces quelques observations, c'est qu'on saisisse cette opportunité qui est cette crise du Covid pour mieux nous mobiliser contre cette tendance de l'autoritarisme qui, à mon avis, est aussi, dont on a aussi une certaine responsabilité en tant individuelle et collective. Voilà. Pierre, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, mais c'était ma grande motivation de dire un grand nombre de choses par rapport à voilà, une question si complexe qui est celle-ci. Donc, voilà, merci. Tu viens de parler de la question de l'autoritarisme et moi j'ai envie de dire et de l'information. Quel est le lien justement entre bon, parce que
si on prend l'exemple des réseaux sociaux, bon, tu mentionnes les États-Unis, mais on peut aussi parler des réseaux sociaux ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui s'est, disons, une sorte de radicalisation de ces discours un petit peu disons, qui déroutent et où on ne sait plus tellement bien à qui se fier pour pouvoir, disons, marcher sur un terrain qui ne soit pas trop mouvant. Quand on voit effectivement toutes les fake news et autres manipulations qui interviennent presque quotidiennement. Donc, voilà, quel est le lien aussi? Qu'est-ce qu'on peut considérer dans ce lien autoritarisme et information? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Bon, alors c'est une très bonne question. J'ai envie de répondre avec deux manières différentes, c'est-à-dire que je lisais justement un article qui est paru dans The Economist, je crois qu'il est paru il y a 2 semaines, qui disait que la venue d'Internet dans un pays autoritaire peut justement déstabiliser ce régime. Donc ça, c'est d'abord une information intéressante. Elle peut donc ça pourrait jouer en la faveur de la démocratie. Cependant, j'ai aussi envie de dire que aujourd'hui, d'ailleurs, je recommande ce documentaire à tout le monde, c'est The Social Dilemma. Il est sur Netflix. Bon, je ne sais pas où l'avoir ailleurs, donc j'avoue, il est sur Netflix. Qui justement met en lumière à quel point l'information nous échappe à tous, en fait, parce que même les grands de la tech, et c'est justement sur quoi ce documentaire se focalise, c'est les personnes qui ont travaillé dans la tech qui disent à quel point l'algorithme leur a échappé et qu'on est nourri dans les réseaux sociaux parce qu'on veut bien. Et donc, évidemment, un défenseur de Trump va avoir que des informations qui vont le soutenir, le valider dans ses propos, et que quelqu'un dans le camp adverse, pareil. Donc aujourd'hui, et si on rajoute à tout cela le fait qu'il y a une espèce de guerre entre les pays autoritaires et autres, qui utilisent cet algorithme, qui vendent les informations pour déstabiliser les mouvements, comme justement ce documentaire fait un lien avec la montée la montée des gilets jaunes, les contestations des gilets jaunes qui sont aussi très variées. Et donc, en fait, le problème est très, très complexe. C'est-à-dire que, d'un côté, on a la venue d'Internet et l'utilisation des réseaux sociaux peut favoriser la chute de régimes autoritaires, mais nous avons aussi il faut savoir que cela nous échappe. Et donc, que faire face à ça? Je n'ai pas la réponse, mais cela peut aussi mettre au pouvoir des régimes autoritaires ou autres. Donc voilà, donc aussi on travaille aussi, ça m'amène aussi, on travaille aussi dans la digitalisation avec Helvetas, donc dans garantir la sécurité que les personnes, nos bénéficiaires sachent utiliser les réseaux et aussi ne tombent pas dans des systèmes, dans des réseaux un peu moins qui ne peuvent pas, qui ne sont pas de sécures en fait. Donc c'est l'intelligence digitale. Je suis désolée, il y a les mots qui me viennent en anglais parfois et je me mélange un peu les pinceaux. Le défaut de travailler en anglais. Donc voilà, donc c'est une réponse complexe. Oui, certes. Mais justement, tu as évoqué la question du Covid. On peut se dire là que ça, quelque part, ça renforce un peu plus cette espèce de cloisonnement ou d'accentuation des extrêmes, enfin, où finalement le fait c'est peut-être spécialement aussi dans nos sociétés occidentales que on est entre guillemets confiné et que les gens respectent plus ou moins cela, mais c'est vrai que dans les pays dits du Sud,
où le travail informel est beaucoup plus présent, c'est peut-être moins le cas. Mais néanmoins, il me semble que justement, disons, l'échange il me semble, devient de plus en plus caricatural et tranché, où il y a de moins en moins d'espace pour la nuance, pour la complexité que tu évoquais tout à l'heure, et pour enfin, des approches qui sont un petit peu plus équilibrées et qui tiennent un peu compte de différentes situations. Écoute, la tendance, en fait, elle vient d'avant le Covid, hein, cette tendance autoritaire. Donc, c'est vrai qu'elle s'est vue largement. Il y a beaucoup de pays qui en ont profité donc des pays démocratiques aussi, dits démocratiques. Mais c'est une tendance qui est déjà là depuis, je ne sais plus où j'ai lu ça, c'était aussi dans le Economist, mais depuis 2008, donc la première crise, enfin la dernière crise économique, donc et financière. Donc c'est pas une nouvelle tendance. C'est ce qui est un peu dramatique. C'est juste que le Covid l'a peut-être rendu plus Accentue. visible Mmh. Mmh. et l'a exacerbé, ça c'est sûr. Ouais. Alors, je ne vais pas prendre la parole pour tout le monde, mais enfin, vu que personne ne pose de questions, je continue. Oui. Donc, moi, j'avais quand même une interrogation par rapport lorsque vous intervenez dans un pays, enfin, lorsqu'Helvetas intervient dans un pays qui a un régime quand même très autoritaire, où les structures étatiques sont relativement faibles, etc. Comment, enfin, comment Helvetas parvient, disons, disons, à rendre, disons, à ce que la balance soit plutôt positive à la fin que négative, parce que finalement, les pays qui accueillent des organisations comme Helvetas, pour prendre l'exemple d'Helvetas, ils attendent aussi, ils ont des attentes également, j'imagine, et donc comment, comment Helvetas se positionne dans ce genre Mhm. de situation. Ouais. Bon, nous travaillons dans le cadre d'un mandat, qui est négocié normalement avec le gouvernement. Donc, nous ne travaillons pas. Bon, il y a tout type d'organisation de la société civile, il y a tout type d'ONG. Et c'est vrai qu'Helvetas travaille dans le cadre qu'on lui donne. Euh, Parfois, ce qui peut être intéressant, c'est que le cadre est parfois plus grand que ce que peut-être le gouvernement pensait, dans le sens où, par exemple, les conventions internationales, que les États ont justement ratifiées, Signé. et ça nous sert de base. Et parfois, donc, nous travaillons toujours en accord parce que nous ne voulons pas euh, péjorer la situation, justement pour la société civile locale aussi. Et donc, voilà, nous travaillons avec énormément de partenaires locaux, donc des leaders communautaires aux paysans et paysannes. Et donc, cela fait que nous sommes non seulement très ancrés dans la société civile locale, le fait que nos collaborateurs dans les pays dans lesquels on travaille sont largement des personnes qui appartiennent au pays. Donc, Mm-hmm. on a une cinquantaine seulement d'expatriés à travers le monde, si je ne me trompe pas, et donc 1400 collaborateurs qui travaillent normalement dans leur pays. Donc, nous sommes très proches des réalités locales et donc nous travaillons dans ce sens-là. Par exemple, nous allons faire des actions de plaidoyer pour assouplir les lois qui essaient de museler la société civile locale. Nous allons plaidoyer auprès parfois des bureaux de la coopération suisse, parfois auprès d'autres donneurs pour qu'ils puissent, eux, faire leur rôle, le rôle de la communauté internationale. Donc, et comme je disais aussi, d'avoir des espaces sécurisés d'échange, de permettre à ces ONG locales ou enfin la société civile locale de pouvoir respirer. On va la relayer leur message et appuyer dans les efforts quels qu'ils soient, mais jamais mettre en danger la société civile locale. On peut aussi tout simplement, comme je disais, par rapport aux outils informatiques, faire
des formations sur la sécurité d'Internet dans les organisations locales. Donc, se focaliser sur la formation, enfin, donc il y a des façons de travailler parce que aussi on fait des analyses avant de s'engager dans les projets, et on essaie d'avoir une vision aussi qui va au-delà du projet. Je reviens à la question de étant donné que tu es une spécialiste du genre, à la question de l'autonomisation des femmes. Et justement, tu disais que la Suisse était relativement patriarcale. Bon, il y a des pays qui le sont encore bien plus. Et j'aimerais savoir comment, dans ces cas-là, comment vous approchez cette question lorsque finalement les seules personnes qui ont le droit à la parole, disons, sont les hommes, ou qui ont le pouvoir de décision, etc. Comment vous parvenez à faire cette espèce de passerelle entre ces deux catégories de gens, et voilà. Alors, c'est une question une très très bonne question, une question qu'on on me pose souvent. Hein, donc en fait, bon, il faut savoir que, enfin, moi en tant que conseillère en genre, je ne vais jamais dans un projet imposer une vision occidentale ou essayer de sauver les femmes locales, parce qu'elles n'ont absolument pas besoin de nous. Les organisations de la société civile locale savent très bien déjà comment lutter contre leurs inégalités de genre. Donc, elles ont leurs outils, leurs moyens. Et donc, dans toute société, on aura des femmes, même les sociétés les plus patriarcales, on aura des femmes fortes. Et donc, c'est sur ces femmes fortes ou même des hommes forts qui sont pour l'égalité de genre que l'on va se reposer. Donc, on va travailler avec ces personnes-là. On va voir comment on peut les appuyer en leur donnant des outils dont elles ont peut-être besoin, les financements aussi dont elles ont besoin pour lutter contre la mutilation génitale féminine ou la santé reproductive. Donc, les pays du Sud savent très très bien quels sont les challenges locaux. Donc, on va juste voilà, leur donner un coup de pouce, si je peux me permettre. On va leur donner un coup de pouce, on va leur donner donc voilà, donc on n'y arrive pas avec des objectifs prédéfinis. Souvent, il faut savoir que la Convention pour l'élimination contre toutes les formes de discrimination envers les femmes, donc la CEDEF, est ratifiée par une majorité d'États, membres des organisations des Nations Unies. C'est aussi la convention qui a le plus de réserves, mais bon, ça veut dire qu'on accepte, mais bon, pas tout. Mais c'est-à-dire que c'est quand même un texte juridique qui est une excellente base pour commencer une discussion. Moi, j'ai travaillé en Érythrée, donc pas avec Helvetas, mais les femmes des mouvements, enfin l'organisation féministe, on va dire, avec laquelle je travaillais, était très forte pour lutter contre justement d'ailleurs l'Érythrée était très à un score, il faut le dire, pour lutter contre la mutilation génitale féminine. Et une des stratégies, c'était justement de travailler avec les leaders religieux et communautaires, donc des hommes, et de leur montrer ce que cette pratique, en quoi cette pratique consistait. Donc ils l'ont filmé et voilà, et les hommes ont prétexté, enfin, à voir si c'était vrai ou pas, ont prétexté qu'ils ne savaient pas l'horreur que c'était. Donc il y a plusieurs types de mutilation génitale féminine, et donc c'est ainsi qu'on a réussi à faire bouger les mœurs. Donc ce n'était pas une tradition, il y a des traditions positives et des traditions négatives, et donc
aucune culture ne se base sur des traditions négatives. Et ça, c'est des arguments qui ne sont pas des arguments occidentaux, c'est des arguments c'est par les sociétés civiles locales. On travaille aussi dans l'accès à la justice, par exemple. Donc, on travaille aussi dans l'autonomisation, le empowerment, le political empowerment des femmes, donc la formation des femmes et des hommes au leadership. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent aider dans la lutte pour l'égalité de genre, en fait, en parallèle avec, on ne va pas affronter les traditions quand on voit que c'est très difficile. Dans certains pays, parler de la charge du travail non rémunéré des femmes, c'est très difficile. Bon, on peut me dire aussi qu'en Suisse, quand je parle de ça, ça peut aussi étonner, alors que pourtant, dans beaucoup de rapports, c'est vu comme un des obstacles à l'autonomisation des femmes, à la participation des femmes dans la vie politique, cette charge non rémunérée, les soins aux enfants, enfin les enfants, etc. La garde des enfants, qui est vue comme, par exemple, ici en Suisse, comme un thème quand même. Un thème, la famille, c'est privé, donc ce n'est pas un thème de société, alors que c'est un thème de société et que c'est un frein justement à la participation des femmes dans les espaces publics. Donc en fait, le domestique, ce qui a l'air d'être quelque chose de domestique, appartient à la sphère publique et doit être pris en compte par les ONG, par les organisations de la société civile, par la société civile en général, quoi. En quelque sorte, lorsque l'opportunité est là, ça veut dire quoi? Vous encouragez le partage des tâches, enfin, je sais pas, est-ce que tu as des exemples alors, oui, concrets j'ai des exemples dans un pays dans lequel je travaille, un pays d'Afrique. Mais bon, voilà, comme je dis, ça existe dans d'autres pays. Quand on fait une formation sur les inégalités de genre dans un projet X, et on va avoir une série de partenaires qui vont être là et on va les confronter à ce qui sont les bonnes pratiques dites internationales qui, elles, ont été négociées avec la société civile du Sud aussi. Donc, ce n'est pas des impositions du Nord, c'est la société civile globale, hein, si on veut, qui s'est réunie autour d'une table, à Genève parfois même, parfois ailleurs, et qui ont dicté un peu ces leçons apprises, ces politiques, quelles devraient être les politiques publiques pour faciliter, amener à plus d'égalité de genre. On va les confronter à ces leçons et certains vont être contre, d'autres pour. Parfois, c'est des femmes qui sont contre. Parfois, c'est des hommes et des femmes qui travaillent dans les droits humains. Donc, c'est complexe et ça va amener à la discussion. Le fait d'amener cette discussion, c'est déjà... donc là, je parle d'un pays assez fermé, ou vu par les Occidentaux comme assez fermé. Et donc, on va en parler. Et très souvent aussi, il y aura des femmes et des hommes dans l'Assemblée qui vont confronter ces personnes-là à leurs propres préjugés. Et donc, ça aura eu un impact, même s'il est minime, ça aura eu un impact parce que bon, ça peut servir d'avoir des gens de l'extérieur qui vont les aider dans leur plaidoyer, évidemment, mais ce n'est pas que on apporte forcément tout le temps des arguments nouveaux. Je suis très sensible au fait que cette idée que les organisations du Nord viennent un peu sauver les organisations du Sud, je suis très contre cette idée et donc c'est pour ça que je fais très attention enfin je veux faire attention à ce qui est dit ici. C'est-à-dire que oui, évidemment, Helvetas fait un travail très important et travaille avec des organisations de la société civile locale qui elles-mêmes sont déjà très actives. On vient leur donner justement ce fameux coup de pouce, quoi. Donc, j'espère que ça a un peu aidé à voir un peu le type de travail qu'on fait quand on travaille, par exemple, avec
la santé reproductive des femmes, je vais par exemple, les concerts de gens pourront dire, mais écoutez, pourquoi est-ce que vous n'engagez pas aussi les hommes? C'est très important de parler avec les hommes de ça. Euh, donc voilà, petit à petit, c'est ce genre de débat a lieu et c'est ainsi qu'on arrive ce qui marche aussi au Nord, hein, finalement, c'est le débat qui nous permet d'évoluer. Et je pense qu'on devrait en avoir plus même au Nord.